1930, à la mort de Wilfried Voynich, son épouse, Ethel Lillian Voynich-Bull, hérite de la boutique londonienne et de celle de New York, avec l'intégralité des manuscrits acquis durant toute sa vie. C'est un trésor inestimable, mais bien maigre, eu égard à la perte de l'être qui était, à ses yeux, le plus cher au monde. Ethel est une écrivain reconnue, dont le roman The Gadfly connut un grand succès, essentiellement en URSS. Ethel écrit les livres, Wilfried les traquait. Elle les fait naître, il les chassait. Sur chaque page de chaque ouvrage de la librairie, Ethel revoit le visage émerveillé de son Wilfried en filigrane. Toutes les couvertures en cuir gardent le reflet de celui qu'elle a tant aimé et qui l'a accompagné tout au long de sa vie, témoin de ses émotions, ses joies, ses chagrins, même ses rêves les plus fous. Pourtant, Ethel sait qu'elle ne peut pas se laisser aller à pleurer la nuit celui dont elle a perdu les jours. Il serait facile de déprimer dans la librairie. Imaginez Wilfried bien vivant, lisant et relisant ses manuscrits, se réjouissant comme avant, traduisant ses versions latines, appliquées, la langue tirée, décryptant les vieux ouvrages de sorcellerie, classant les collections d'éditions, vérifiant encore et encore les étagères débordantes de lignes à la plume d'oie, son faux petit air amer, comptant et comptabilisant l'argent liquide de la vieille caisse enregistreuse. Mais cela ne ressemble pas à Ethel. Alors elle retourne dans Shaftesbury Avenue. Sous la pluie d'un soir, elle s'arrête sous l'enseigne éteinte. Il y a sans doute un vieux saxophone qui gémit par une fenêtre lointaine. Quand elle déverrouille la porte de la boutique et qu'elle entre, le carillon retentit dans le silence, résonnant pour personne. Elle n'a en tête qu'une seule chose, ce vieux manuscrit qui avait accaparé toute la vie et les pensées de Wilfried et dont il avait jalousement caché l'existence au monde. Elle cherche partout des traces, des indices, peut-être des correspondances, une simple lettre, tout ce qui pourrait lui permettre de découvrir ce qu'il avait découvert, la mettre sur la piste du rêve de celui qui fut et restera à tout jamais son unique amour, sa raison de se lever le matin, traduire l'intraduisible, décoder l'indécodable, la définition même de la vie. Bien que le précieux manuscrit dormait la plupart de son temps bien à l'abri dans un coffre sécurisé de l'Institut catholique à New York, parfois, Wilfried le sortait afin d'y vérifier certains détails ou prendre un cliché supplémentaire. C'est alors, dans un des tiroirs dissimulés de son bureau, donnant sur l'arrière-cour, qu'Ethel le devinait ranger ses carnets de chevet et ses copies, là où Wilfried, comme un enfant cache sa bille fétiche, cultivait son jardin secret de papier jauni, revenant maintes et maintes fois, tenter de casser ce maudit code, cette satanée clé de chiffrement qui finira par le rendre fou, remettre 100 fois le travail sur le pupitre, le cœur à l'ouvrage, veillant des nuits entières sur les caractères diaboliques, presque effacés. Mais quand elle quitte la boutique, tard dans la nuit, la pluie s'est endormie sur les trottoirs de Vélin, et elle n'a rien trouvé de mieux. Alors, dès le lendemain, décidée, encore plus forte qu'avant, elle se rend à l'Institut pour obtenir une copie du manuscrit sacré. On ouvrit le coffre. Une vieille odeur, quelque chose qui revient en arrière, un peu de ce qu'on perd après l'enfance, tout doucement, sans le savoir, corde à sauter après corde à sauter à la marelle, la dernière partie de bille qu'on croyait éternelle, tous ces petits chamallows mâchés, ces minuscules cœurs pendant aux minuscules poitrines dans les grandes récréations de la vie, il y avait tout ça quand ils ont ouvert le coffre.
Au moment précis où Ethel prit le manuscrit original entre ses mains, elle ressentit comme une présence, un fantôme tournant les folios avec précaution, un fantôme qui chassait d'autres fantômes. Elle cessa de respirer, pourtant, quelque part, une respiration continuait de chuchoter. Si ses yeux goûtèrent peut-être sur le vélin, ce furent les dernières. Ethel était prête, bien déterminée à tout faire pour que le secret de ces lignes soit percé, mettre tous les moyens en place pour que le travail et la vie de Wilfrid ne disparaissent pas dans le temps qui passe, comme ces tatouages déteints sur les soldats morts inconnus. En 1960, l'ancienne secrétaire de Wilfrid Voynich, Anne Neal, hérite d'une partie des biens d'Ethel, qui quitte le monde à l'âge canonique de 96 ans, dernière survivante de l'antiquaire, dernière témoin clé de l'histoire, celle qui emporta au ciel le nom qu'elle fut l'unique à partager avec le manuscrit, le nom de Voynich. Pourquoi ce legs ? La raison en est simple. Anne avait, durant toute sa carrière, assisté et aidé Wilfrid dans ses recherches, ses études, et l'avait conseillé dans les décisions importantes, en particulier dans l'aventure du manuscrit indéchiffrable. Elle était devenue plus qu'une secrétaire, une intime, une proche, non seulement pour Wilfrid, mais également pour Ethel. Sans rapport avec notre échangisme du XXIe siècle, le couple avait tissé une étroite relation avec Anne, partageant les confidences, les secrets. Il était alors évident qu'elle était la seule personne de confiance apte à recueillir le manuscrit une fois le couple disparu. Sereine, tranquillisée de savoir qu'après sa mort, l'objet de tous les désirs de son époux continuerait à flamboyer, confiant sa vie dans des mains amies, Ethel Liliane Voynich Bull ferma doucement les yeux, un peu comme le font les enfants qui s'endorment, blottis contre la peluche, esquissant déjà le sourire qu'elle préparait depuis longtemps pour celui qui lui avait tant manqué. 1 an plus tard, Anne Neal, ne souhaitant plus revivre de douloureux souvenirs, vendit le manuscrit à un passionné d'antiquité, Hans P. Krauss. C'est alors la première fois que le livre mystérieux sortit du cercle fermé de Wilfrid Voynich, famille d'adoption originelle du manuscrit orphelin. Le fauve était lâché. Hans P. Krauss fit la fête entre amis pour marquer d'une pierre blanche l'acquisition de ce manuscrit. L'affaire était en or, c'était certain. Il l'avait acheté pour 25 000 $, ça aussi c'était certain. Alors il se lança dans l'étude approfondie du texte pathétique, se documentant jour et nuit pour parvenir à atteindre son objectif. Il avait la niaque, Hans. Pourtant, la gueule de bois le frappa en pleine face un matin, échec après échec, l'ennui et la morosité remplaçant peu à peu la déception et l'aigreur. Ne trouvant ni la solution de l'énigme, ni d'éventuels autres acheteurs intéressés et intéressants, blasé, il termina par faire don du manuscrit à l'université de Yale, dans l'état du Connecticut, aux États-Unis d'Amérique, comme on abandonne un enfant sur le perron d'un monastère, son enfant qu'on ne peut plus nourrir. Université de Yale qu'il accueillit avec charité, grand plaisir et honneur. Les folios de Vélin y reposent en paix dans les rayons du département Livres rares, où tout un chacun peut aller le contempler, l'admirer derrière sa vitre protectrice avec l'étiquette « Ne pas nourrir l'animal ». Il est même possible, pour ceux qui ont leurs entrées à l'université de Yale, de le consulter délicatement, d'aller le caresser un peu, tenter de l'apprivoiser et de se faire une véritable idée sur cette star du codex, cet intimidant sphinx qui a fait couler tant d'encre tout en parvenant à garder la sienne vierge de tout sens. À vrai dire, le manuscrit n'a vécu que 2 épisodes difficiles depuis son séjour moelleux à l'université américaine. La numérisation de ses pages, afin de les manipuler plus facilement et les diffuser sur Internet,
et l'amputation de quelques morceaux de son vélin pour son ADN et pratiquer une datation de sa fabrication. Le bon vieux livre, immatriculé MS 408, comme un bon prisonnier, s'en est tout de même bien remis et continue de couler de paisibles jours à l'ombre de sa gloire, jouissant d'une convalescence bien méritée, un porte-plume comme béquille, tache d'encre en forme de lunettes noires, se reposant sur de mystérieuses plantes en guise de laurier.